Eh, dis-moi, comment on dit réacteur nucléaire en anglais? Nucléaire power plant. Tiens, en parlant de plantes, la plante piranha dans ton décor, elle te regarde bizarre, je trouve. Oh, tu sais, c'est toujours difficile d'empêcher une plante des pieds. Bonjour les padawans de la physique, Obian pour vous servir. Bienvenue sur la chaîne qui répond à vos questions. Et pour ce faire, laissez-les en commentaire et j'y répondrai lors d'une prochaine vidéo. Aujourd'hui, on répond à Cécifélam et on voit comment marche un certain type de réacteur à fusion, les tokamaks. Bon, si vous êtes des fidèles de cette chaîne, vous savez que j'ai un domaine de prédilection, le nucléaire. J'ai même participé à une vidéo où on parlait de propulsion nucléaire à bord du porte-avions Charles de Gaulle. Je l'ai faite avec mes potos, Yann Solo de la chaîne 12 par sec et PH de la chaîne Le Point Génus. Qui t'a dit qu'on était potes? Il fait genre, mais on est comme ça, lui et moi. Quel déconneur. Tu vas rester, hein? Ouais, bah c'est bien parce qu'il faut relever le niveau, hein. Ok. Bon, le truc, c'est qu'aujourd'hui, on va pas parler de fission nucléaire, mais de la fusion et surtout comment on peut la contrôler. Alors, la fusion nucléaire, c'est quoi? Déjà, on parle de nucléaire. Donc, comme d'habitude, nucléaire, ça veut dire noyau. Les électrons, ça dégage. Pour l'instant, en tout cas. Et on va commencer par prendre deux noyaux isotopes de l'hydrogène. Les isotopes, ce sont des noyaux qui ont le même nombre de protons, mais pas le même nombre de neutrons. Et vu que le nombre de protons définit l'élément, on a donc le même élément à chaque fois, mais avec un nombre de neutrons différent. Si on prend notre cas, le noyau d'hydrogène, c'est juste un proton. Et si on prend ces deux isotopes, le deutérium, c'est un proton avec un neutron, et le tritium, c'est toujours un proton, mais cette fois-ci avec deux neutrons. On va prendre les deux isotopes de l'hydrogène, à savoir le deutérium et le tritium, et on va les fusionner ensemble. Et puis tout simplement, ça va former un noyau d'hélium. Mais un noyau d'hélium stable, hein, pas radioactif. Et pour l'écologie, en vrai, faut l'avouer, c'est pas mal. Tu as dit que le deutérium, c'est un proton et un neutron, et le tritium, c'est un proton et deux neutrons. D'après mes calculs, ça fait 2 protons et 3 neutrons. C'est exactement ça. Sauf que le noyau d'hélium, c'est 2 protons et 2 neutrons. Il manque un neutron quelque part, là. Les calculs sont pas bons, Kevin. Tout à fait. Mais comme je le disais tout à l'heure, un noyau de deutérium et un noyau de tritium qui fusionnent, ça va créer de l'hélium. La seule chose que j'ai pas dit, c'est que ça va aussi créer un neutron. Et un neutron bien énergétique. Et vous verrez que ça a son importance plus tard. Petite question, les noyaux, ils ont bien une charge positive, non? Oui, et comment tu peux expliquer qu'on peut les fusionner alors qu'ils se repoussent à cause de leur force électromagnétique? pour comprendre ça, on va regarder un peu comment fonctionne notre étoile, le Soleil. Alors je vais le dire tout de suite, l'astronomie, j'y connais rien. Comment tu fais pour être aussi con? Donc si vous êtes comme moi et que l'astronomie vous intéresse, je vous mets en description les deux chaînes d'Astronico. Et c'est génial, moi je les mate tout le temps et je commence à m'améliorer. Et pourtant à la base, c'était pas gagné, hein. Nous ce qu'on va faire, on va pas parler d'astronomie, on va juste regarder le Soleil au microscope. On va regarder la fusion nucléaire qui se passe à l'intérieur. Et du coup, il faut qu'on regarde de quoi est composé le Soleil. Eh bien, essentiellement, il y a quoi? Il y a des atomes d'hélium et des atomes d'hydrogène. Attardons-nous sur l'hydrogène. Donc dans le Soleil, les noyaux d'hydrogène fusionnent. C'est un fait. Déjà, comment ça va être possible? Si je prends mes deux atomes, que je les rapproche. Les deux atomes ont un cortège électronique. On l'a dit, ils ont chacun un électron. Donc si je les rapproche, chaque électron étant chargé moins, normalement il devrait se repousser. La fusion devrait être impossible. Alors comment on peut faire une fusion alors qu'il y a ces électrons? Tout simplement, ils sont plus là. Plus là. Enfin, si, ils sont présents, mais pas comme on a l'habitude de présenter les atomes. C'est-à-dire que là, les noyaux et les électrons vont être mélangés ensemble dans une sorte de soupe. Voilà, le plasma. Ah, le plasma. C'est quoi? Le plasma, c'est ce qu'on appelle le quatrième état de la matière. Et tu as déjà expliqué lors d'une précédente vidéo que la matière avait 3 états. Eh ben c'est faux. Elle en a plus que ça, et le quatrième, c'est le plasma. Et pour atteindre cet état, il faut monter la température à plusieurs dizaines de milliers de degrés, et c'est à ce moment-là que les électrons et les noyaux se mélangent dans cette immense soupe Liebig. Ah, ok. Et vu que le Soleil, il a 15 millions de degrés Celsius, on est effectivement en présence d'un plasma. Déjà, on vient de résoudre notre problème, les électrons, ils gravitent plus autour du noyau. Mais on n'est quand même pas au bout de nos peines, parce qu'on a dit tout à l'heure que le noyau de l'hydrogène, c'était quoi? C'était un proton. Et un proton qui veut fusionner avec un proton, ça fait deux charges plus qu'on rapproche l'une de l'autre. Et on en revient toujours au même, deux charges identiques qui se rapprochent vont finir par se repousser. Et plus on les rapproche, plus elles se repoussent. C'est comme quand on essaye de rapprocher deux mêmes pôles de deux aimants. C'est de plus en plus dur, voire même impossible. Il faut donc que mes deux protons aient suffisamment d'énergie pour se rapprocher et pour fusionner. Vu la température, ça doit le faire easy poppy. Comment ça? La température, c'est bien l'agitation thermique. À 15 millions de degrés, les noyaux doivent avoir une énergie cinétique de dingue. Alors oui, mais non. En fait, il faut que mes noyaux, donc mes protons, dépassent une certaine limite pour pouvoir fusionner. C'est la barrière coulombienne. Et pour que nos protons aient assez d'énergie cinétique pour pouvoir franchir cette barrière, il faudrait que la température soit de plus de 5 milliards de degrés. Combien?
Et pourtant, on vous l'a dit tout à l'heure, dans le Soleil, on n'est qu'à 15 millions de degrés. Alors comment est-ce possible? Pour le comprendre, il faut sortir de la physique classique pour passer à la physique quantique, à un concept même précis, l'effet tunnel. Alors à tout hasard, s'il y a des physiciens qui visionnent cette vidéo, je vous préviens tout de suite, on va tailler dans le vif. Le but, c'est que ça soit compréhensible pour le plus grand nombre. D'ailleurs, pour pas me faire emmerder, c'est PH qui va vous l'expliquer. Démerde-toi, c'est ta chaîne, il est fou lui. Bon, ok, je m'en occupe. En physique classique, si on prend un objet en déplacement, on est capable de dire à n'importe quel instant où est placé cet objet dans l'espace. Eh bien en physique quantique, ça va pas être exactement ça. On va plutôt parler de probabilité de présence. Pour imaginer ça, imaginez-vous la température qu'il y a dans le Soleil, donc les 15 millions de degrés Celsius. Et imaginez-vous l'agitation thermique du proton qu'on a vu tout à l'heure. Ça va à une telle vitesse qu'on est incapable de dire précisément où il est à la seconde près. Même à la milliseconde près, même à la nanoseconde près. Enfin bref, vous avez compris, ça bouge tellement qu'on est incapable de dire où il est à l'instant T. Eh bien sa position, elle va être représentée comment? Par un nuage de probabilité de présence. Vous l'avez pas? On va essayer d'imaginer un peu plus encore. Imaginez-vous que vous êtes en face d'un mur avec une balle. Vous, votre but, ça va être de faire passer la balle par-dessus le mur. En physique classique, il n'y a que deux possibilités. Soit ma balle passe par-dessus le mur et elle est de l'autre côté, soit la balle tape dans le mur et elle reste de votre côté. En physique quantique, on a dit qu'on avait un nuage de probabilité de présence. On se retrouve donc avec des points devant le mur et des points derrière le mur. C'est de la probabilité de présence. Il y a donc une probabilité pour que la balle ait traversé le mur. C'est ça l'effet tunnel. Imaginons maintenant que le mur, c'est la barrière coulombienne et que la balle, c'est notre proton. Il y a donc une faible probabilité pour que les deux noyaux aient passé la barrière coulombienne. Elle est faible, mais elle existe. Et donc nos protons vont quand même fusionner, malgré le fait qu'ils n'avaient pas assez d'énergie pour passer cette barrière coulombienne. Alors là, normalement, la question que vous devriez vous poser, c'est comment ça se fait que le Soleil arrive à dégager de la chaleur et à faire des fusions en permanence, alors que ça arrive très peu souvent? Bonne question. Bonne question. Bonne question. Eh bien, la faible probabilité de fusion est compensée par le fait que dans le Soleil, il y a des milliards et des milliards de protons. Et donc, c'est grâce à ça qu'il y a plein de fusions dans le Soleil. Si on veut vraiment être précis, les fusions dans le Soleil ne se font pas de proton à proton, parce que le produit final, c'est un noyau d'hélium. Il y a toute une chaîne de réactions qui commence par la fusion de protons, mais pour notre explication, c'est amplement suffisant. Bon, on a vu comment ça se passait dans le Soleil, mais comment on va pouvoir maîtriser cette technologie sur Terre? Comment on va pouvoir utiliser la fusion? Eh bien tout simplement grâce à un type de réacteur qu'on appelle un tokamak. Eh bien, déjà, tokamak, c'est un acronyme. Un acronyme qui vient du russe. Toroïdальная камера с магнитной катушкой. Ouais, moi aussi j'aurais pu le faire. Hein. Mais bien sûr. Mais bon, vu que tu l'as déjà fait, je vais vous dire ce que ça veut dire en français. Ça veut dire chambre toroïdale avec bobine magnétique. Voyons maintenant d'un peu plus près comment ça marche. Eh bien dans un premier temps, il va déjà falloir choisir quel noyau on va fusionner. Eh bien c'est simple, les noyaux qui vont être utilisés, ça va être ceux qu'on a énoncés en début de vidéo, c'est-à-dire le deutérium et le tritium. Et si vous voulez savoir pourquoi on a utilisé ces noyaux et pas d'autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça mériterait une vidéo dédiée. On va donc l'admettre pour cette vidéo. Le seul hic, c'est que pour fusionner ces deux noyaux, il va falloir des conditions spécifiques. Il va falloir monter le plasma à 150 millions de degrés Celsius. 10 fois plus que dans le Soleil. Et là, on a un problème. Aucun matériau solide n'est capable de résister à des températures aussi élevées. Il va donc falloir trouver un moyen pour qu'il n'y ait pas de contact entre le plasma et le réacteur. On a dit tout à l'heure que le plasma, c'est une soupe d'électrons et de noyaux. Sachant que les électrons sont chargés négativement et les noyaux, ils sont chargés positivement. Et bien toutes ces particules sont sensibles au magnétisme. Si on installe des aimants tout autour du tore, là où sera situé le plasma, un peu comme dans les accélérateurs de particules, on aura un champ dit toroïdal, qui sera en forme de donut. Et il va être capable de tenir éloigné le plasma du réacteur. Sauf qu'il y a un problème. Le champ toroïdal n'arrive pas à maintenir les particules à l'intérieur du plasma. Elles ont tendance à s'en échapper. C'est pour ça qu'on va ajouter des aimants tout autour du tokamak. Et ces aimants vont créer ce qu'on appelle un champ poloïdal. Ce champ poloïdal va être perpendiculaire au champ toroïdal. La résultante de l'accumulation de ces deux champs, ça va être un champ magnétique qui va être torsadé. Ce champ torsadé va donc nous permettre de maintenir les particules à l'intérieur du plasma. Le principe d'enfermer le plasma par ce champ magnétique, c'est ce qu'on appelle le confinement du plasma. Bon, maintenant, on sait contenir notre plasma dans le tore du tokamak. Mais pour le chauffer, on fait comment? Eh bien, les 20 premiers millions de degrés, ils vont être créés par le solénoïde central. Bon, un solénoïde déjà, c'est juste une bobine. Mais c'est une bobine où on va faire passer un courant électrique. Le fait de faire passer ce courant électrique dans la bobine, ça va créer un champ magnétique. Encore un. Pour parler plus simplement, en fait, le solénoïde, c'est un gros électroaimant. En fait, le champ magnétique que va créer le solénoïde, il va aussi créer un courant induit dans le plasma. C'est exactement le même principe que pour vos plaques de cuisson à induction. Et il y a une propriété du plasma qui est intéressante. Le plasma a une résistance électrique. Il y a donc un effet Joule.
L'effet Joule, c'est la chaleur qui est dégagée lorsqu'un courant électrique traverse une résistance. RI carré pour les électriciens. Eh bien cet effet Joule, c'est ça qui va créer les 20 premiers millions de degrés. Sauf qu'on est encore loin des 150 millions de degrés qui sont attendus pour faire notre fusion. Il va donc falloir trouver d'autres méthodes. Eh bien la première méthode, ça va être d'introduire dans le plasma des éléments neutres, mais des éléments avec une énergie de ouf, genre une énergie cinétique. Et comment on peut fournir une énergie cinétique à des particules? Grâce à un accélérateur de particules, on l'a déjà vu ça. Et donc grâce à ces accélérateurs de particules, je vais pouvoir envoyer des atomes électriquement neutres dans le plasma, et à une vitesse très élevée, environ 3% de la vitesse de la lumière quand même. Et comment tu accélères une particule neutre, toi? Effectivement, on a déjà vu que pour accélérer une particule, il faut qu'elle soit chargée. Et là, on a un élément neutre. Comment on va faire? Eh bien, il suffit d'ajouter un électron au cortège électronique des noyaux qu'on veut injecter. Ils vont donc être chargés négativement. Et juste avant de rentrer dans le plasma, avant de rentrer dans le champ magnétique, eh bien, on enlève l'électron en trop. Et là, il devient électriquement neutre et il peut traverser le champ magnétique. Et tant qu'à faire, les atomes qu'on va utiliser, on va prendre du deutérium et du tritium. Comme ça, on va pouvoir alimenter la fusion en plus. C'est-à-dire qu'on réchauffe le plasma en alimentant la fusion. Il y en a là-dedans. C'est très bien, mais on n'a pas fini. Parce qu'il n'y a pas que ça comme technique. Il y aura aussi possibilité d'injecter une onde électromagnétique dans le tokamak. Cette onde va donc apporter de l'énergie supplémentaire au plasma, un peu comme les micro-ondes qui vont réchauffer votre plat. C'est donc bien grâce aux effets cumulés du solénoïde, de l'injection d'éléments neutres et d'injection d'ondes électromagnétiques qu'on arrive à atteindre les 150 millions de degrés nécessaires pour notre plasma pour que la fusion fonctionne. Du coup, on a fait les deux grandes étapes, on a réussi à confiner, on a réussi à chauffer. On va pouvoir fusionner. Et on l'a dit en début de vidéo, on a une fusion du deutérium et du tritium qui vont donner un noyau d'hélium et un neutron énergétique. Vous vous rappelez, je vous avais dit qu'on allait en reparler. Parce qu'on a un problème. Le plasma, il est confiné dans notre champ magnétique. Il ne peut pas sortir. Donc l'énergie créée par la fusion, on ne peut pas l'utiliser. Et non, et c'est pas le but d'ailleurs. Cette énergie va servir pour maintenir le plasma en température. Le noyau de l'hélium, lui, il a une charge électrique. Il reste donc confiné dans le plasma. Par contre, les neutrons produits, eux, comme son nom l'indique, ils sont neutres. Ils vont pouvoir sortir du confinement magnétique. Le but final serait donc de récupérer l'énergie de ces neutrons pour faire bouillir de l'eau et, comme dans une centrale nucléaire classique, faire tourner une turbine couplée à un alternateur et donc produire de l'électricité. Il reste quand même une dernière chose à voir sur les tokamaks. On a dit que la fusion allait créer des noyaux d'hélium. Mais le plasma, même s'il est confiné, il va quand même un peu éroder le tore du tokamak. Il va donc y avoir de la matière supplémentaire dans le plasma. Donc des noyaux d'hélium, ainsi que d'autres éléments. Ça risque de faire flancher la fusion. Non! On veut pas! Il va falloir donc évacuer ces impuretés. Pour faire simple, on va encore rajouter des aimants. Ces aimants qui vont amener ces impuretés vers le bas du tokamak. En gros, il y a la poubelle en bas où on va jeter les impuretés. Cette partie, ça s'appelle le divertor. Et voilà comment ça fonctionne. Ou plutôt, comment ça doit fonctionner. Parce que pour l'instant, il est difficile de pouvoir récupérer autant d'énergie, voire même plus, que ce qui est introduit dans le tokamak pour pouvoir faire la fusion. On a un rendement inférieur à 1. Donc c'est pas très rentable d'un point de vue énergétique pour l'instant. Mais c'est le but à atteindre dans quelques années. Et d'ailleurs en France, on est à fond là-dedans. Vous êtes certainement au courant qu'il y a un réacteur d'essai à Cadarache dans le sud de la France. ITER. Eh bien ITER, c'est un tokamak qui va peut-être nous permettre de pouvoir contrôler la fusion, mais comme je l'ai dit, c'est pas pour tout de suite. On va voir ce que ça va donner petit à petit. D'ailleurs, en parlant de ça, avec PH, on irait bien faire un tour à ITER. Du coup, si des gens d'ITER voient la vidéo, on est là. Ce qu'on a essayé de faire, c'est de parler au plus grand nombre et donc de faire une explication assez simple. Mais j'avoue que le sujet est quand même assez complexe. Du coup, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. On essaiera d'y répondre le mieux possible. D'ailleurs, je tiens à remercier PH qui est venu me donner un coup de main pour cette explication. C'est toujours un plaisir de t'accueillir ici. C'est toujours un plaisir pour qui? Je vous l'avais dit en début de vidéo, on est vraiment comme ça. Je me doute que tout le monde doit le connaître ici. Cependant, je mets le lien de sa chaîne en description. Au cas où vous ne connaîtriez pas, allez vous abonner. Je vais faire comme d'habitude et vous dire que si vous voulez voir d'autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Si la vidéo vous a plu, vous mettez le petit like qui va bien et la cloche pour rater aucune des prochaines vidéos. N'hésitez pas à poser une question en commentaire pour déterminer le sujet de la prochaine vidéo. C'était Obian qui vous dit que la science soit avec vous. Tu as déjà expliqué ça lors d'une précédente vidéo, que la matière avait 3 états. Et ben c'est faux, ouais, c'est de la merde.